Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. Je dis qu'on doit faire le travail de marxiste, qui est de faire le travail critique sur le socialisme réel en tant que marxiste. La réalité, considérée partiellement, se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. Mais appliquer les outils marxistes à l'expérience socialiste. La spécialisation des images du monde se retrouve, accomplie, dans le monde de l'image autonomisée, où le mensonger s'est menti à lui-même. Dans ton explication, il y a le rapport marxiste, mais c'est très intellectuel comme rapport. Mais comment on fait en sorte pour établir le rapport de force dans notre société, pour espérer de mettre en place tout ce que tu dis? Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. Il y a la critique, je suis d'accord avec toi dans la critique, mais il y a un côté intellectuel. Déjà prendre conscience que la classe moyenne n'est pas l'ennemi. Le spectacle se présente à la fois comme la société même, comme une partie de la société et comme instrument d'unification. En tant que partie de la société, il est le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Parce que je veux dire. Et nous avons, à la fin de ces délibérations, apprécié ce qui était positif et mis en évidence aussi qu'il restait encore beaucoup à faire. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. Soyons marxistes authentiquement jusqu'au bout. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il faut réviser ton concept d'aliénation, il est peut-être un peu pauvre, tu vois ce que je veux dire? Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, voilà, ouais. Le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il est l'affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production et sa consommation corollaire. Parce qu'il y a la critique, je suis d'accord avec toi dans la critique, mais il y a un côté intellectuel. Déjà prendre conscience que la classe moyenne n'est pas l'ennemi. Finalement, la classe révolutionnaire, c'est le petit bourgeois. C'est celui sur lequel il y a consensus entre la bourgeoisie lettrée et les prolétaristes qui sont en fait des clercs. Toute la lutte des classes s'est faite sur le dos du petit bourgeois. Et je démontre aujourd'hui, par l'outil marxiste, que le petit bourgeois, finalement, est celui par lequel passe la clé révolutionnaire. Et ça oblige à réviser toute la lecture, tout le catéchisme socialo-marxiste d'Arlette Laguillet et des syndicats. Les classes moyennes combattent la bourgeoisie parce qu'elle est une menace pour leur existence. En tant que classe moyenne, elles ne sont donc pas révolutionnaires, mais conservatrices. Bien plus, elles sont réactionnaires. Elles cherchent à faire tourner à l'envers la roue de l'histoire. Mais pourtant, objectivement, n'importe quel économiste sérieux et analyste politique sérieux le sait et le dira, c'est la seule solution pour que le capital puisse être vaincu par le travail et que le travail puisse reprendre un peu la main par rapport à la puissance du capital mondialisé et financier, c'est cette union sacrée classe moyenne prolétariat, et cette union sacrée classe moyenne prolétariat, c'est appelé par les ennemis de droite et de gauche, c'est-à-dire par le capital et les professionnels du syndicalisme, c'est appelé comme, c'est qualifié d'expérience fasciste. On nous a toujours fait passer le fascisme, qui est devenu un espèce de concept abstrait contrôlé par les sionistes à travers les gauchistes. Les gauchistes sont entièrement soumis aux sionistes aujourd'hui. Hein. C'est théorique et pratique. Hein. Il suffit de regarder les financements, les allégeances, etc. Mais si on fait de l'histoire sérieuse, le mouvement fasciste italien était un mouvement d'avant-garde culturelle, pas un mouvement réactionnaire et d'arrière-garde. C'était un mouvement d'avant-garde. Hein.
On peut le vérifier à travers les Marinetti, etc. Le lien du fascisme au cinéma qui a donné Cinecittà quand même, hein, et qui a donné Rossellini. Tous les grands cinéastes de la période qu'on admire ont été formés par l'école fasciste du cinéma, voulue par, j'allais dire Fellini, non, Mussolini, et dirigée par son propre fils. Hein, voilà, donc voilà. Nous, on n'est pas dans on n'a pas à être dans la restauration du fascisme social et de la bonne compréhension d'un certain fascisme social et anti-impérial italien, parce que c'est pas notre tradition. Nous, notre tradition, ça serait plutôt revenir à une France gaulienne, au néo-gaullisme de l'époque 58, 60, 67, ça serait des choses comme ça. Revenir au CNR, c'est-à-dire à l'union sacrée contre l'occupation allemande qui a donné le Comité national de la résistance, union sacrée, comme tu le sais parfaitement, de ressortissants de l'Action française, de membres du Parti communiste, de gaullistes, etc., derrière la tutelle et le sacrifice d'un Jean Moulin, ce qui renvoie aussi à une certaine union sacrée transcourant qui renvoie à ce qui a d'ailleurs inspiré un certain fascisme social italien, qui est le cercle Proudhon et l'école socialiste française, c'est-à-dire effectivement la séquence Proudhon, Sorel, Berthe, dont je me réclame effectivement totalement, c'est-à-dire un socialisme de troisième voie, qui, comme je répète, puise à la fois sa force dans l'analyse de classe de Marx, mais aussi dans la culture héroïque et mythologique et mythologisante de la tradition gréco-romaine. France said no. The general said, I resign. So after 11 years of leadership, President de Gaulle stepped down from office. 11 years in which he took his country from the doldrums to a seeming prosperity, but which in recent times slipped back into a nation of unrest. The line de Gaulle took was a hard one without much compromise. The people of the country, the farmers, the factory workers, and not least the students rebelled. Last year, the situation got completely out of hand. Nous sommes dans une époque qui dure depuis 2 siècles et demi, qui est les pleins pouvoirs des banquiers et qui s'appuie sur la démocratie, avec toujours des masques, évidemment. Le banquier ne règne jamais en tant que banquier, mais derrière le pouvoir, il y a toujours les banquiers. Derrière De Gaulle, il y avait le lien avec Rothschild par Pompidou, et quand à un moment donné, De Gaulle essaye réellement d'incarner le pouvoir et remet à sa place un petit peu les banquiers qui abusent, il tape du poing sur la table, c'est le discours de novembre 67, l'année d'après, il y a mai 68, et il est trahi, il est dégagé finalement par ses propres seconds qui le trahissent, c'est-à-dire Poher, comment dirais-je, Pompidou qui amènera à derrière Giscard, Chirac, etc. La loi de 73. C'est les banquiers qui chassent De Gaulle parce que ils essayent à un moment donné d'insuffler une politique réellement, je dirais, française au-delà de l'intérêt des banquiers. Et on sait très bien d'ailleurs que 2 fois il a pu accéder au pouvoir parce qu'il a pactisé avec les banquiers, contre Pétain en 40, je le dis dans mon truc, et en 58 aussi pour liquider l'Empire. C'est-à-dire que 2 fois il garde la main en pactisant avec les banquiers, il reste toujours lié aux banquiers parce que les gens me disent pourquoi il n'a pas chassé Rothschild. Je dis, vous ne comprenez pas le rapport de force politique réel. Il n'avait pas le choix. C'était un bras de fer permanent et à un moment donné, quand il a fait un peu trop de France, un peu trop de nations et il a un peu échappé aux banquiers, il a été châtié et chassé du pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le communisme répond à la même question que finalement le fascisme et le communisme se posent la même question, c'est comment être plus fort que le banquier. Et pour ça, il faut nationaliser intégralement les moyens de production et il faut une verticalité. C'est toujours par le militaire, en général, c'est toujours des organisations politiques, policières et militaires. L'URSS, c'est ça. Qu'est-ce que c'est pourquoi Poutine reprend la main à un moment donné sur les oligarques ? Parce que c'est un ancien mec du KGB. Et il s'appuie sur quoi ? Il s'appuie sur un corps constitué qui est le corps militaro-policier du KGB. Et à un moment donné, c'est face au chéquier, il n'y a que le fusil. C'est ce que la question, excuse-moi, que se pose Heinrich Himmler avec l'ordre noir de la SS. Ce n'est pas la seule, Alain. Non, mais il y a d'autres paramètres dans une société dans laquelle on est, qui nous est imposée, qui est une société marchande, et il n'y a pas de société au-delà de la marchandise. Le national-socialisme fait de la marchandise, le communisme fait de la marchandise. Ils produisent des biens et ils sont dans des projets, des plans, etc. C'est qu'à un moment donné, la marchandise crée un monde toujours où la figure dominante, c'est ce que j'explique dans mon livre, va être le banquier. Celui qui possède le capital. Et en réalité, le projet communiste n'est pas tellement mensonger, c'est comment
avoir un pouvoir qui n'est pas le pouvoir du capital. C'est le pouvoir d'une élite politico-policière fondée sur une religion sans Dieu qui est une idéologie pure et dure, et ça donne le stalinisme. Est-ce que tu crois vraiment que c'était au centre de leur projet, de manière délibérée? Moi, je connais très très bien la question. Staline, ce qu'il veut, il veut le pouvoir. De façon virile et hiérarchique, et il veut échapper à la toute-puissance des banquiers. Adolf Hitler veut la même chose, et d'ailleurs ils n'y arrivent pas, ni les uns ni les autres, tu vois. Il y a des financements quand même. Qui a gagné? Qui ont poussé les bolcheviks au pouvoir et qui les ont financés d'un premier temps, hein, les banquiers américains, les banquiers... Adolf Hitler aussi. Krupp, Thyssen... Et ils essayent d'y échapper. Ils essayent d'y échapper par le militaire, par la violence. Et d'ailleurs ils perdent, ils sont vaincus. Ce qui est intéressant dans l'histoire du XXe siècle, c'est que le banquier a toujours fini par gagner. On voit l'histoire du mouvement ouvrier et l'histoire du mouvement syndical depuis ces 30 dernières années. On voit que déjà la condition ouvrière a changé, puisque les couches moyennes, les cols blancs, etc., on a les services, enfin on a affaibli terriblement la classe ouvrière par le tertiaire et par la délocalisation. La production capitaliste a unifié l'espace, qui n'est plus limité par des sociétés extérieures. Cette unification est en même temps un processus extensif et intensif de banalisation. L'accumulation des marchandises produites en série pour l'espace abstrait du marché, de même qu'elle devait briser toutes les barrières régionales et légales et toutes les restrictions corporatives du Moyen-Âge qui maintenaient la qualité de la production artisanale, devait aussi dissoudre l'autonomie et la qualité des lieux. Cette puissance d'homogénéisation est la grosse artillerie qui a fait tomber toutes les murailles de Chine. La grève générale, c'était un moyen, et c'était l'espoir du syndicalisme révolutionnaire, de mettre la bourgeoisie à bas, parce que si le prolétaire français ne travaillait pas, la bourgeoisie était complètement émasculée de ses moyens de rente. Mais aujourd'hui que le capitalisme est financier et mondialisé, l'ouvrier français, il a juste à supplier qu'on daigne ne pas lui supprimer son travail, puisque de toute façon, son boulot peut être fait demain par un autre moins cher que lui ailleurs. Voilà, tout a été mis en place pour que ce soit possible. C'est d'organiser un continent capable d'assurer l'échange, parce qu'on n'est pas là simplement pour empêcher les plus pauvres que nous de faire venir leurs produits, parce que si c'est ça le protectionnisme, pas pour nous. Parce que qu'est-ce que ce serait comme conception, finalement, de la solidarité à l'égard du Sud, si par rapport à des produits fabriqués par le Sud... Ça, c'est la rhétorique de gauche pour ne rien faire. Je pense que c'est quand même très important de défendre le sous-prolétariat indien, c'est vrai. Mais ça n'est pas ce qu'attend votre électorat. Je suis désolé, mais je crois qu'on a aussi une mission internationaliste. On n'est pas là simplement pour être des protecteurs de nos propres citoyens. Donc il va falloir se poser la question si on accepte d'être fasciste, selon ce que dit la droite du capital et la gauche traître syndicale, où est-ce qu'il va falloir renoncer à la victoire du travail, et est-ce qu'il va falloir accepter la soumission totale du travail face au capital pour ne pas se voir traité de fasciste. Alain, bonjour, toujours sur le terrain alors? Oui, bien sûr. Bon. Le 1er mai, toujours. Bon, il n'y a pas beaucoup de cadres à ce 1er mai. Je ne sais pas, j'ai pas vu les autres. Si on avait de toute façon supprimé la manif militaire du 1er mai depuis longtemps, c'est parce qu'ils n'arrivaient plus à mettre autant de gens dans la rue qu'avant. Ce matin, le Front National a défilé comme chaque 1er mai. Et ils appelaient au syndicalisme populaire, et on leur donne apparemment dans les sondages 30% d'intention de vote dans le milieu ouvrier. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus?
Ah, écoutez, malheureusement, il y a toujours eu des ouvriers qui ont voté à droite, c'est pas nouveau. Il semble qu'une partie de ceux qui votaient à droite votent plutôt pour Marine Le Pen aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir avec quelconque syndicalisme. Ce que les syndicats n'empêchent pas, c'est une jonction entre la classe moyenne et les petits salariés. Eh bien, évidemment oui, par tous les moyens. C'est parce qu'aujourd'hui, leur fonction et leur travail. N'allez pas manifester. Tout le travail de la gauche officielle aujourd'hui, c'est de montrer comme riche le petit patron, l'artisan et le commerçant, qui est la vache à lait de la fiscalité française, et de cacher effectivement les vrais riches. Les syndicats, ils doivent accueillir tous ceux qui veulent se syndiquer, mais pas les gens qui prônent, comme au FN, la division des travailleurs entre eux. La division entre les travailleurs qui ont la carte d'identité française et ceux qui n'ont pas. La division entre les travailleurs qui sont blancs de peau et ceux qui sont noirs de peau. Donc, effectivement, les gens qui sont au FN et qui sont syndiqués, c'est à eux de résoudre la contradiction. En tout cas, les organisations syndicales, je pense, n'ont pas l'intention d'accepter que ces idées-là, ces idées de division de la classe ouvrière, se répandent dans le mouvement syndical. Merci. Effectivement, toute cette mascarade aujourd'hui, elle est là. Le rôle des syndicats, effectivement, est d'empêcher par tous les moyens la vraie jonction révolutionnaire de la petite bourgeoisie et des salariés et des petits salariés. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie. Ne pleure pas, tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Arlette Laguillet, elle a été sponsorisée pour sa bêtise parce qu'elle dit patron-travailleur. Elle empêche la lecture marxiste moderne. Allons voir la terre d'Abraham, c'est encore plus beau qu'on le dit. Car en réalité, les patrons et travailleurs, ça n'existe pas. Aujourd'hui, tu as des technogestionnaires de l'appareil de production qui sont des salariés qui touchent des stocks options gigantesques et qui bossent pour un capital atomisé qui n'est lui-même plus national, avec des noyaux durs. Donc si tu pousses l'analyse jusqu'au bout, tu fais exploser ces concepts complètement archaïques qui ont pour but de t'empêcher de comprendre les rapports de classe modernes. Et c'est pour ça que la bourgeoisie l'a sponsorisé. Parce que patron, travailleur, je veux bien, mais qui sont les patrons, qui sont les travailleurs? Tu découvres que qu'elles désignent comme patrons sont les travailleurs, et ce qu'elles désignent comme travailleurs sont souvent des petits rentiers, complices de l'hyperclasse, tu vois, pour liquider la classe moyenne qui sont devenus des surtravailleurs, tu vois, voilà. Donc moi je dis, soyons marxistes authentiquement jusqu'au bout. Arlette Laguillet, au mieux c'est une idiote, je pense qu'elle est, mais au pire, c'est un joujou du capital, ça c'est clair et net, tu vois, parce qu'elle produit une épistémologie tellement archaïque qu'elle t'empêche de rien comprendre, tu vois. C'est comme un médecin qui pratique une médecine tellement dépassée que c'est un assassin et un boucher. Tu lui confies pas tes gosses, tu vois ce que je veux dire. Et réfléchissez donc au rôle historique qu'a joué lutte ouvrière dans la prise de conscience de ce que c'est que les rapports de classe, les rapports de force entre capital et travail. C'est un rôle entièrement réactionnaire qu'elle a joué objectivement. Le même moment historique où le bolchevisme a triomphé pour lui-même en Russie et où la social-démocratie a combattu victorieusement pour le vieux monde, marque la naissance achevée d'un ordre des choses qui est au cœur de la domination du spectacle moderne. La représentation ouvrière s'est opposée radicalement à la classe. Cette connerie a son origine dans le léninisme stupide et obtus de Trotsky. Ne soyons pas trop cruels. Pour le grand-père de la bureaucratie. Cours vite, camarade. Le vieux monde est derrière toi, y compris la Ligue communiste. C'est-à-dire que de loin, il y a des communistes qui luttent contre des capitalistes, puis quand on s'approche, on se rend compte que les communistes sont financés par certains capitalistes, et là on essaie de comprendre pourquoi, et quand on cherche à comprendre pourquoi, on comprend, oui, détruire le dernier empire chrétien qui existait, qui était les Romanov, créer un marché, il y avait aussi des raisons de la Première Guerre mondiale, le deuxième front, les Allemands avaient les Russes sur la gueule et les Français, il fallait que le front russe s'arrête, et ils finançaient Lénine pour qu'il arrête la guerre. Il avait une raison de l'arrêter puisque le peuple russe souffrait, etc. Enfin... Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui a donné une telle tribune. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont financé, c'est bizarre quand il y a des gens qui financent la révolution, qui n'y ont aucun intérêt. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut quand même se poser des questions. Pourquoi à certains moments, des révolutionnaires sont-ils financés par des gens qui n'ont aucun intérêt à la révolution ? C'est qu'ils y voient eux autre chose. Donc il faut comprendre les manipulations, etc. Alors qu'au premier degré, les militants soient honnêtes, que Arlette Laguillet pense réellement à ce qu'elle dit, c'est certain.
Mais la bêtise, enfin voilà, les rapports, la division sociale du travail, il y a aussi une division de la bêtise et de l'intelligence. Je pense que le mec qui est 33e niveau de la franc-maçonnerie, il fait pas du tout la même chose que celui qui vient de rentrer, tu vois. Il y en a un, il se bat pour la fraternité universelle, tu vois, et celui qui est là-haut, je pense qu'il a d'autres projets, tu vois. Demandez la liberté et le scandale fascinateur. Mon très cher frère Abnel, j'ai besoin d'un bon témoin de moralité dans un procès. C'est un de nos frères qui passe en correctionnel. Il est bien un peu coupable, mais avec un peu d'appui. Et pour manifester cette solidarité maçonnique, je suis sûr que vous voudrez bien vivre. L'arrestation du banquier Charles Lévy, le crime des banques coopératives, un nouveau scandale financier. Et là, il y a le système aussi de l'élévation avec des sas, où plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu es initié, et que cette initiation, qui est une trahison de ton engagement de base, est compensée par un partage du profit de la trahison et de la domination. C'est-à-dire que plus tu montes, plus tu mens, mais plus tu touches. Nicole Notat enfourche ensuite un autre cheval de bataille, les 35 heures. Avec Martine Aubry, la ministre du Travail, elle affronte le patronat. En 2000, les choses s'inversent. Alliée au MEDEF, elle fait face au gouvernement pour mettre en place le nouveau système d'assurance chômage. Certains l'accusent de trahison. C'est-à-dire que plus tu montes, plus tu mens, mais plus tu touches. Ils ont encore aliéné un prolétaire. Encore un de perdu. Qu'est-ce que c'est? Il est devenu responsable syndical. Et il a aussitôt réprimé une grève sauvage avant de s'acheter une télévision à crédit. Et ça, ce sont des mécaniques, c'est des mécanismes d'organisation de domination qui existent partout, dans le clergé catholique, dans la franc-maçonnerie et dans le Parti communiste et à la CGT, mon vieux. T'accepteras le jour où je te proposerai une place au bureau politique. Bernard Thibault, il sait bien d'autres choses que le mec qui milite à la base. Il couche avec les Allemands, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que à t'écouter, on a l'impression que c'est les Trotsko ont tout comploté. Le gentil Parti communiste français était un béné qui s'est fait avoir par le grand capital. La CGT, c'est le Parti communiste. Oui, le Parti communiste, en 1945, a refusé l'insurrection communiste, et en 1968, le Parti communiste français la grève générale de se généraliser. Le Parti communiste français était entièrement allégeant à l'Union soviétique. Donc à un moment donné, on dépendait des intérêts de l'Union soviétique qui elle-même avait signé un pacte incroyablement frauduleux avec l'Amérique qui s'appelle le partage de Yalta. Quand à un moment donné, l'oligarchie américaine et l'oligarchie soviétique, qui sont en réalité pratiquement les mêmes, quand tu regardes qu'il y a derrière, si tu le découvriras un jour, je te montrerai les documents, ils sont les mêmes. Oui, voilà. Oui, bien sûr, ils sont pratiquement les mêmes. Ils ont très peu de différence. Ils se partagent le monde. Et que Staline dit, ok, vous me donnez la moitié de l'Europe que vous auriez pu me reprendre militairement, parce que vous voulez faire Patton, vous me donnez la moitié de l'Europe et vous me payez même pour que je la garde. Ce qui n'est pas trop cohérent que les capitalistes donnent la moitié de l'Europe à des socialistes alors qu'ils n'ont pas les moyens de la garder par eux-mêmes. C'est étrange. En 1945, c'est à Yalta, en Crimée, que Churchill, Staline et Roosevelt dessineront le nouvel ordre mondial. Le 4 février 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, les puissances alliées se réunissent dans le plus grand secret à Yalta en Crimée pour une conférence au sommet. 14 mois auparavant, une première conférence les avait déjà réunis à Téhéran. Il s'agissait alors surtout de s'accorder sur une stratégie militaire pour vaincre les puissances de l'Axe. Mais en ce début de 1945, la défaite de l'Allemagne est inéluctable et les enjeux ont changé de nature. À Moscou, Churchill a déjà esquissé un plan de partage des Balkans avec Staline. Les prétentions de l'Union soviétique sur la Pologne sont satisfaites en contrepartie de son adhésion au projet des Nations Unies et l'engagement d'intervenir contre le Japon après la capitulation allemande. Mais en se contentant de déclarations générales sur l'avenir de l'Europe, la conférence de Yalta entérine les rapports de force établis sur le terrain. Même s'il n'a pas été question d'un partage du monde comme le dénonce le général de Gaulle, à Yalta, les puissances alliées consacrent de fait des zones d'influence et le glacis territorial et politique qui conduiront à la guerre froide. Mais les autres leur disent, je vous donne cette moitié de l'Europe à condition que vous ne touchez pas à la France. Donc qu'est-ce que fait Staline? Il appelle Thorez, si tu veux, il dit, vous, le Parti communiste français, vous avez ordre de ne pas prendre le pouvoir en France, alors vous pouvez le prendre. Donc on désarme les FTP, et puis vous remettez les mecs au boulot parce qu'il faut redévelopper la France, et ça veut dire que l'armée française, avec la complicité du PC, tire sur les travailleurs dans les mines dès les années 50. Et ben ça s'appelle de la politique.
de la politique à haut niveau, et le pauvre ouvrier de base, il l'a dans le cul de A à Z, comme toujours, voilà. Oui, mais parce que des fois, on a l'impression dans le discours... Mais c'est pas des trotskistes, là, tu vois, Oui, là, voilà, c'est Staline et Thorez, donc je t'ai pas parlé de trotskistes. Je suis d'accord. León Trotsky, un revolucionario ruso del 1879 al 1940, fue asesinado. Je parle de trotskistes quand je parle avec des connards de bobos, tu vois. Mais je sais bien que le PCF a fait le même travail de son côté, voilà. Le problème, c'est que comment faire pour ne pas être systématiquement le cocu de l'histoire, tu vois, c'est voilà, et que malheureusement on est dans un monde où les petits, c'est toujours eux qui meurent à la guerre, c'est toujours eux qui font le boulot, c'est le substrat de l'œuvre de Céline. L'œuvre de Céline, c'est de dire de toute façon c'est toujours les petits qui payent. Toute son œuvre est traversée par ça, ce que Marc-Édouard Nab n'a jamais compris. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que les travailleurs. Lui, la question sociale lui est totalement étrangère. Mais le substrat de l'œuvre de Céline de A à Z, c'est de toute façon, c'est toujours les petits qui payent, qui bossent, qui meurent, qui sont assassinés, qui meurent à la guerre, etc. Et donc moi, mon respect des petites gens, il est sans doute le même que celui de Céline, c'est que c'est quand même ceux qui meurent à la guerre, ceux qui font le boulot. Donc respect pour ça, mais ça veut pas dire qu'ils sont des Christ ou des anges. Et c'est ça tout le côté insupportable de la gauche bourgeoise qui idéalise le prolo, puis après d'ailleurs le hait parce que l'ayant idéalisé, elle est déçue. Bagatelle n'est pas réédité parce que c'est lui qui s'est opposé à la réédition de Bagatelle et de ses pamphlets, d'ailleurs lui-même, et qui a demandé à sa veuve de ne pas les rééditer. Mais ça serait intéressant que les gens s'amusent au moins à lire Bagatelle pour savoir ce qu'il y a dedans. Hein, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est quand on s'intéresse à ce livre, de quoi Céline se plaint-il? Céline, c'est un texte écrit en 1937, incarne toute une mentalité de la gauche de l'entre-deux-guerres qui se plaint de la montée des tensions, de gens qui poussent à la guerre et au conflit. Alors à cette époque-là, c'était pas contre les musulmans, mais c'est contre les Allemands, et qui poussent à la Deuxième Guerre mondiale. Il se plaint d'une élite communautaire perfide, maligne, et qui pratique très bien le diviser pour régner, et qui essaie de pousser les cons de Français à la Deuxième Guerre mondiale contre les cons d'Allemands. Voilà. Ça ressemble beaucoup à la période actuelle, où effectivement certaines personnes courageuses se plaignent que des élites communautaires pour des intérêts qui leur sont propres, et qui sont les intérêts d'un certain pays qui pratique l'apartheid au Moyen-Orient, effectivement poussent à la guerre civile, non pas des Allemands et des Français en ce moment, mais des catholiques, des chrétiens et des musulmans. Et finalement, cette œuvre de Céline est assez actuelle quand on la lit. Voilà. Et je comprends que des gens aient envie qu'elle disparaisse et qu'on ne puisse pas mettre le nez dedans. Quel mot voudriez-vous prononcer, quelle phrase voudriez-vous écrire avant de disparaître? Ils étaient lourds, voilà ce que je pense, oui. En pensant, les hommes en général, ils sont horriblement lourds, n'est-ce pas? Ils sont lourds et épais, voilà ce qu'ils sont, n'est-ce pas? Plus que méchants et bêtes en plus, mais ils sont surtout lourds et épais. Mais je n'ai connu en fait, moi, que le Céline un peu de la fin de sa vie, enfin, Céline un peu revenu de tout, amer, l'a connu d'ailleurs oui, aussi, oui, assez amer, oui, mais enfin il avait des raisons de l'être. Bien sûr. On l'avait quelque peu persécuté. Premièrement, il n'a jamais collaboré ni à un journal, ni à une revue, ni à la radio de l'occupation. Deuxièmement, il n'a pas fait partie de ce groupe des écrivains français qui ont été invités chez Hitler. Et troisièmement, il était mal vu de l'occupant. 2 fois seulement, 2 fois. Il a demandé quelque chose aux forces allemandes d'occupation. Primo, c'était pour essayer de sauver quelqu'un, un de ses amis, raté. Deuxièmement, c'est parce qu'il avait envie d'aller à sa petite maison de Saint-Malo. Il avait une petite propriété à Saint-Malo. Les Allemands ont refusé. Il y est allé, tout de même, mais il s'est fait arrêter. Alors vous voyez, c'est capital. Ça prouve que cet homme n'avait vraiment mérité aucune indignité nationale. À ce point que, lorsque son jugement est intervenu par contumace, c'était en 1950, et vous savez que par contumace, on charge toujours la peine. Ben, savez-vous à quoi il a été condamné par contumace? À 1 an de prison, autant dire l'acquittement. Pourquoi cette condamnation? Elle était symbolique, c'est en raison de son attitude antisémite. Revenons à l'été 39. 4 juillet, on dansait chez son Excellence Lukasiewicz, ambassadeur de Pologne. Tout Paris adorait monsieur l'ambassadeur. On le croyait courageux parce qu'il était polonais, on le croyait désinvolte parce qu'il était inconscient. Sa phrase favorite à l'époque était « Hitler bluff ». Le 9 juillet, on dansait aussi chez monsieur le comte de Beaumont. Le baron de Rothschild était là. Coco Chanel et Serge Diffin aussi. L'ambassadeur d'Allemagne également. L'homme qui a son idée sur la réalité, sur la profondeur des problèmes politiques, c'est-à-dire économiques, le vrai rideau de fer, c'est entre les riches et les miteux. Les questions d'idées sont vêties entre fortunes égales. L'opulent nazi et l'administrateur de Suez, ils parcourent les mêmes golfs. Ils ouvrent la chasse ensemble, ils soupent à Saint-Moritz. Mais nous, là, Penailleux, Trimard, Mégotière, Modicateur, allez, à la niche. Et c'est pour ça que Céline était considéré et par Elsa Triolet et par Staline comme le seul auteur prolétarien, alors qu'il n'est pas du tout issu du prolétariat, car le prolétariat c'est une classe qui n'existe pas, elle n'a jamais produit un écrivain.
Elle n'a pas de, selon ton critère. Elle n'a pas de culturel. sensibilité. Mais selon le critère économique, il y a un prolétariat qui se ne produit pas d'art. Il ne produit pas d'art. Oui, ça c'est ton critère. Ben, c'est un critère important. Quand une classe ne produit pas de culture et de conscience de soi par la culture, parce que la culture c'est la preuve de la conscience de soi, elle n'est pas autonome. Donc le prolétariat n'a jamais été autonome. La preuve c'est qu'il a toujours été dirigé par des gens qui n'étaient pas du prolétariat. Car tous les révolutionnaires professionnels, il n'y a aucun mec qui est issu du monde ouvrier. Ni Marx, ni Lénine, ni Lukács, cite-moi un mec issu du... C'est pas un révolutionnaire encore. Bah, non mais d'accord, mais cite-moi un leader communiste de haut niveau qui soit issu du prolétariat authentiquement. Il y a une... Bah voilà, c'est quand même une question fondamentale. Les ouvriers n'ont pas le temps d'apprendre le marxisme. Il y a des mecs qui le font pour eux, qui sont ce qu'on appelle au mieux des clercs, qui sont issus de la petite bourgeoisie cultivée, qui s'appelle le clerc de gauche. Et ce sont ce qu'on appelle des clercs, qui étaient comme les curés dans l'Ancien Régime. Ça s'appelle des prélats, des clercs, c'est le clergé. C'est pas le tiers-état. Mais quand ils vont en première ligne, c'est clair, et qu'eux-mêmes ils risquent leur vie, c'est pas la même chose. Où est-ce qu'ils ont risqué leur vie en première ligne? Les révolutionnaires bolcheviques, quand ils sont allés se battre, Trotsky, ils ont pris le pouvoir. Et Trotsky, il a pris le pouvoir, tu rigoles ou quoi? D'accord, mais il était général de l'armée rouge, et il l'a monté, il a créé cette armée. Il était général de l'armée rouge, il était dans un train blindé, il faisait faire la guerre aux autres. Mais c'est ça, un général. Il a réprimé par la force les par définition, un général. Il a fait tuer des millions de mecs, et quand ça a mal tourné pour lui, il s'est barré. To see far, it is best to stand on the roof of a skyscraper. The most suitable point for observing the world's panorama in every respect, I consider to be New York. Et il a fini chez les bobos au Mexique. Coyoacán, near Mexico City, August 20th, 1940. A young man plunges a mountain climber's axe into an old man's skull. And the exiled Leon Trotsky is dead. Et heureusement que Staline fait bien le boulot, avec un mode mercadaire. Fais-moi marrer avec Trotsky. Non, je vais te faire marrer parce que c'est quand même gros. Il a travaillé, connais ce qu'il a travaillé en usine, Trotsky. Mais c'est chef. Non mais attends, mais ça veut dire que ton critère c'est de travailler en usine, t'as pas travaillé. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut avoir conscience que ces mecs qui ont du mot prolétaire à la bouche, il n'y a pas un prolétaire parmi eux. C'est tout. Et que c'est vieux comme le monde, que c'est les déclassés qui agissent au nom des pauvres, et que c'est valable d'ailleurs partout. Dieudonné est un métis, ce n'est pas un noir intégral, il faut être un métis pour se révolter. Le mec qui a inventé le rastafarianisme en Jamaïque, c'est un fils de planteur blanc, c'est un métis aussi. Et même Maître Vergès, c'est un métis. En réalité, les mecs qui font les révolutions, ce sont des métis et des déclassés, ce qui veut dire la même chose, c'est-à-dire ils ont une double origine de classe. Et en fait, chez un déclassé qui se révolte qui est scandalisé de la condition du prolétariat, chez l'intellectuel déclassé, c'est le bourgeois. Tu vois ? Pourquoi Dieudonné est en colère? Parce que c'est le blanc qui se révolte d'être traité comme un noir. Ça s'appelle comprendre ce que c'est que l'idiosyncrasie du métis. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ce qu'on appelle, c'est pas moi qui l'ai théorisé, ça s'appelle le complexe du métis. Le métis, comme le déclassé, a une conscience douloureuse parce qu'il a deux origines en lui qui se complètent et qui s'affrontent. C'est mon cas notamment sur le plan social. Je suis à la fois un grand bourgeois et aristocrate par mes parents, mais en même temps, pour des raisons historiques, déclassé, c'est-à-dire presque sous-prolétarisé par un déclassement violent. Voilà. Et donc je suis à la fois, dans mon être profond, un grand bourgeois et une victime de la bourgeoisie. Et ces deux consciences s'affrontent en moi, mais en même temps, en se combinant, me donnent une vision plus large que celui qui n'est qu'un bourgeois ou qu'un déclassé, ou qu'un prolétaire. Vous voyez, c'est ce que
c'est ce que Rousseau appelait la conscience naturelle. C'est un peu l'équivalent de la stéréophonie en musique. C'est-à-dire que votre point de vue est plus vaste que les autres parce qu'il est double, et qu'il est double en vous-même, et que vous êtes obligé, pour des raisons de survie, à confronter ces deux points de vue qui s'affrontent en vous-même, et en les confrontant, effectivement, en produire la double critique réciproque. Ce qui produit un troisième état, effectivement, qui s'appelle la conscience du déclassé, ou la conscience du métis, si vous transposez cette double origine sociale en double origine ethnique. Vous voyez ? Et donc Dieudonné est à la fois un Breton blanc, c'est-à-dire comme Le Pen, et en même temps un Camerounais noir. Donc il est à la fois un esclavagiste et un esclavagisé dans son être profond. Donc il se réfère à sa mère ou à son père. Donc ça donne ce qu'on appelle une conscience douloureuse. Ce que Lukács a théorisé, la conscience douloureuse, c'est la conscience du monde bourgeois, c'est celui qui souffre et qui produit de la conscience, parce qu'effectivement la douleur est la condition de la conscience, vous voyez. Et il est dans cette confrontation intime de savoir s'il est méchant comme Le Pen blanc, ou victime et gentil comme le Camerounais esclave, vous voyez. Tu vois ce que je veux dire? Et exactement Vergès. Pourquoi Vergès trouve ça insupportable, la situation des Réunionnais? Parce que son père était médecin, tu vois, et il n'était pas réunionnais, tu vois. On peut le dire aussi d'ailleurs de Kémy Séba, qui n'est pas un Africain. C'est un fils de la moyenne bourgeoisie française qui prend conscience de la violence que subit l'Afrique. L'Africain qui n'a jamais bougé d'Afrique est dans une logique, je dirais, de survie, dans une logique comment dirais-je, de solidarité de ce qu'on appelle la famille élargie, où il se pose souvent pas toutes ces questions, parce qu'il d'abord il est dans une survie plus immédiate, et que parce que ces concepts finalement ont beaucoup à voir avec le monde blanc. Les concepts de la négritude et de la souffrance noire ont été produits par des noirs qui avaient accédé à l'université blanche et qui étaient souvent des sorbonnards des années 30. Vous voyez, c'est eux qui voient une injustice parce qu'en fait ils projettent finalement un appareil conceptuel de la bourgeoisie blanche sur le monde africain, et c'est eux qui le font. Finalement, comment vous dites? Comment il s'appelle? Négritude et négrologie, vous voyez, c'est voilà, qui explique que ce qu'on appelle le concept de négritude est un concept de nègre blanc, c'est-à-dire de métis, vous voyez. Voilà. Donc évidemment, ça peut agacer certains qui n'ont pas l'intelligence et qui ont souvent la colère, vous voyez, ce qui n'est pas d'ailleurs un bon moyen d'intelligence. Alors ils disent que c'est du racisme. Non, c'est une question sociologique très fine, vous voyez. On appelle la conscience double du métis, le complexe du métis et la colère du métis. Voilà, et ça c'est pas du tout une critique, c'est-à-dire que ce sont toujours les métis et les déclassés qui font tout. Les prolos c'est la chair à canon, ayant au moins conscience de tout ça. Il n'y a jamais eu un cadre issu du prolétariat. Stakhanov est un enculé. Tu vois, c'est un mec qui dit je peux faire 3 fois plus que les autres pour jamais plus travailler. C'est-à-dire qu'un jour il a travaillé 3 fois plus que les autres, il n'a plus jamais travaillé de sa vie, après il faisait des conférences pour pousser les autres effectivement, c'est un jaune, tu vois ce que je veux dire, à dire vous pouvez faire 3 fois plus que ce qui est ordonné par le plan quinquennal. Je veux dire, il faut avoir quand même, moi je te critique pas, je te dis tu as la naïveté, de la pureté de la jeunesse, comme je veux dire un jeune homme qui aime Jésus-Christ et qui devient, mais lis les romans de la bourgeoisie catholique française, du jeune mec qui rentre au séminaire, tu vois ce que je veux dire, tu vas découvrir la même chose, et qu'il a l'idéal du Christ, tu lis de Bernados à Stendhal, le jeune qui rentre au séminaire, c'est le rouge et le noir, et qui voit de l'intérieur ce que c'est que l'église catholique, des fils de paysans qui veulent bien bouffer, échapper. Il y a un mec qui est génial pour ça, c'est Sergio Leone. Il y a tout dans Sergio Leone. Si tu veux apprendre le marxisme, pousser plus loin que ce que tu l'as vu, tu regardes la trilogie, il était une fois dans l'Ouest, il était une fois la Révolution, il était une fois en Amérique. T'as même pas besoin de lire Marx, tu vois. C'est la révolution, c'est pas une plaisanterie. La révolution, c'est pas à toi, nom de Dieu, à me parler de révolution. Je sais très bien comment ça éclate, c'est des gens qui savent lire dans les livres, qui vont voir ceux qui savent pas lire dans les livres, les pauvres gens, quoi. Et puis ces types-là leur disent, le moment est venu de changer tout ça. Si, merde. Je sais très bien de quoi je parle, c'est putain de révolution, j'ai grandi. Non. Ceux qui savent lire dans les livres vont voir ceux qui ne savent pas lire dans les livres. Les pauvres et ici, ils font du changement, et les pauvres bougres font le changement. Après ça, les plus malins de ceux qui savent lire s'assoient autour d'une table et ils parlent, et ils mangent, et ils mangent, et ils parlent, et ils parlent, et ils mangent. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font, les pauvres bougres? Ils sont morts. C'est ça, ta révolution. Chut. S'il te plaît. Ne me parle plus de révolution. Et qu'est-ce
qui arrive quand c'est fini, pauvre con. Rien, tout recommence comme avant. ¡Vamos! ¡Que es el último jalón!